Alors évidemment, on est tous inquiets de ces bombardements qui ont repris ce matin, notamment à Zaporijia. On va voir dans une seconde avec Laura Pouget ce qui a été touché. D'abord, Esther Lefebvre dans la zone. On imagine évidemment le stress des habitants, Esther. Oui, écoutez, il y a quelques instants, je discutais avec une Ukrainienne, Natalia, et elle me disait tout cela est effrayant. Ces nouvelles frappes sont effrayantes. Évidemment, on essaie d'y penser le moins possible. Et malgré tout, on est évidemment préparé. Un exemple, selon elle, quasi tous les habitants ici ont chez eux des pastilles iode au cas où. Et vous l'avez dit, dans cette ville où nous nous trouvons, nous sommes à Kryvyi-Rih, à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de la centrale, eh bien des abris anti-atomiques ont été ouverts par dizaines, des abris qui sont entièrement équipés de banquettes, de couvertures, de jouets pour enfants, de vivres et même de Wi-Fi, des abris anti-atomiques qui ont été construits en pleine guerre froide et qui sont donc, vous le comprenez, prêts à reprendre du service 60 ans après. Esther Lefebvre du côté de Zaporijia. Alors évidemment, je le disais, tout le monde s'inquiète. Ukrainiens et Russes se renvoient la balle. On n'a pas plus d'informations. Général, je me tourne vers vous. Depuis hier... Alors moi, je n'ai pas plus d'informations que ça, si ce n'est que l'on revient, je dirais, à la dialectique traditionnelle. Quand ça va mal pour les Russes, eh bien, le nucléaire civil, dans le processus de guerre hybride qu'on connaît désormais bien, eh bien, rentre, je dirais, dans la danse, un petit peu comme le nucléaire militaire. Et donc ça, c'est véritablement une donne qui est propre en fait à la guerre d'Ukraine. Et donc la même manière, c'est moi la deuxième, troisième, quatrième fois, effectivement, il y a des bombardements autour pour nous rappeler toute la dangerosité et puis rappeler également que les Russes sont également la clé, je dirais, de Zaporijia, de cette centrale, et qu'ils accusent les Ukrainiens de l'avoir bombardée, vraisemblablement. Alors on ne sait pas qui c'est, mais à qui profite le crime? Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Oui, alors à qui profite le crime? On remarquera que jusqu'à présent, ça ne tombe pas directement sur la centrale. Donc pourquoi les Ukrainiens bombarderaient-ils cette centrale? Moi j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi les Ukrainiens le feraient, alors que les Russes ont tout intérêt à marquer la dangerosité des Ukrainiens et leur caractère irresponsable sur le plan de cette guerre. Alors on va voir avec Laura Pouget tout à l'heure ce qui a été exactement touché, parce qu'effectivement c'est absolument fondamental de le savoir. D'abord, Ludovic Dupin est avec nous. Bonjour monsieur, merci d'être en direct. Vous êtes le porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire. Je vais poser peut-être la première question qui est évidemment dans tous les esprits, Ludovic Dupin. Est-ce qu'on risque un accident à la Tchernobyl si ces bombardements un jour atteignaient directement les cuves? Alors, les bombardements sont inacceptables et il y a une situation très dangereuse. Cependant, on est très loin de Tchernobyl. Alors, on était loin de Tchernobyl il y a plusieurs mois déjà quand la centrale fonctionnait. Mais aujourd'hui, en plus, la centrale est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production d'électricité, la pression et la température sont extrêmement basses dans les réacteurs. Et donc aujourd'hui, même s'il y avait une frappe directe sur un des réacteurs, il n'y aurait pas de risque de fusion du cœur ou de criticité majeure. Donc on est dans une situation qui est vraiment beaucoup plus sûre qu'il y a quelques semaines. Cependant, il reste sur le site des éléments sensibles, notamment des sites de stockage de déchets nucléaires, qui, eux, pourraient poser problème en cas de frappe directe et qui pourraient provoquer une pollution radioactive locale. Oui, alors justement, c'est ce qu'on appelle les déchets propres et les déchets sales, je crois, qui sont effectivement moins protégés. Ça, on en avait déjà parlé. Les risques, ce serait quoi? Vous dites contamination locale, il y aurait quand même une radioactivité? Alors ça, en fait, il y a deux types de matières sensibles sur le site. Il y a le combustible usé, qui est le plus radioactif, mais lui, il est sous les dômes en béton des réacteurs, très protégé, il est bunkerisé. Et il reste des déchets moins dangereux, sensibles, qui sont dans des sites annexes. Et là, effectivement, si ces bâtiments étaient touchés, il y aurait une pollution très locale au niveau de la centrale qu'il faudrait gérer, qui serait inacceptable, qui serait très embêtante et qui n'aurait aucune équivalente avec les accidents de Fukushima, par exemple. Vous restez avec nous, j'ai d'autres questions. Volodymyr Pozelski, la centrale, elle est sous contrôle russe, on le sait. Est-ce qu'on peut espérer, alors je poserai la question tout à l'heure au patron de l'AIEA, puisqu'il sera avec nous en direct à 17h30, mais que il y a des inspecteurs qui sont restés sur place. Il y en a deux. Il y a une tournante, en fait, ils se relaient,
qu'ils puissent travailler de façon indépendante et correcte? Il faut plus d'inspecteurs. Mais après, tout dépend, on dépend de la Russie. Mais moi, vous avez bien mentionné que selon le monsieur Grossi, il s'agit des tirs ciblés et délibérés. Moi, je n'imagine pas d'un instant que l'armée ukrainienne a pu tirer sur la centrale d'une manière délibérée. Par contre, il y a deux raisons pourquoi les Russes ont tiré. Parce qu'ils ont tiré, ce qui était ciblé, c'est l'installation autour des réacteurs 5 et 6. Et il y avait une seule ligne de haute tension qui alimentait ces réacteurs au réseau ukrainien. Donc, pourquoi les Russes ont ciblé pour sur le plan technique, même techniquement parlant, empêcher une possibilité, même une éventualité, de rebrancher, de remettre en route la station pour alimenter le réseau électrique ukrainien. Et deuxième raison, ça fait partie de cette stratégie plus large du chantage pour obliger les Ukrainiens de négocier, pour geler le conflit. Le porte-parole du président russe, M. Peskov, a reconnu lui-même qu'on cible des installations vitales exprès pour obliger le gouvernement ukrainien à négocier. Ça fait partie de la même stratégie. On cible pour obliger les Occidentaux, les Ukrainiens, de négocier, pour geler le conflit. Parce que la Russie a besoin d'un repos, d'une pause stratégique pour pouvoir se regrouper. Et on fait d'une pierre deux coups, Valérie Nataf, c'est-à-dire qu'en ciblant une installation stratégique, en même temps, on fait très peur parce que le nucléaire, ça fait très peur. Bien sûr, et on espère que l'Occident torde le bras, pour le dire gentiment, à l'Ukraine pour justement les faire venir à la table de négociation. C'est du gagnant-gagnant pour ceux qui ont bombardé près de cette centrale, à proximité de cette centrale, sans avoir bombardé. Rappelons-le à nos téléspectateurs, pour éviter tout mouvement de panique, ce n'est pas la centrale nucléaire qui a été bombardée. Alors justement, Ludovic Dupin, s'il y avait une fuite, imaginons qu'un jour il y ait une fuite, on saurait en temps réel ce qui se passe ? Absolument. Le site de la centrale, comme tout le domaine ukrainien et tout le domaine en Europe d'ailleurs, a des capteurs radiologiques qui sont en état de marche, et notamment toutes ces informations-là sont remontées directement au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est dirigée par Raphaël Grossi, dont on parle beaucoup en ce moment, et ces informations sont diffusées en direct. Donc s'il y avait une moindre variation de radioactivité sur le site, on le saurait immédiatement. D'ailleurs sur n'importe quelle des centrales ukrainiennes, parce qu'il n'y a pas que celle-ci qui est en zone de guerre. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a jamais eu de radioactivité anormale, ce qui laisse penser aussi que les frappes qui ont lieu sont effectivement dans des zones annexes au réacteur, mais n'ont jamais touché des zones sensibles. Et on sait que et les Russes et les Ukrainiens connaissent très bien ce site, et que les frappes ne sont pas faites complètement au hasard. Il y a vraiment les systèmes de refroidissement, les systèmes de stockage ou les réacteurs ou les dômes directs n'ont jamais été touchés par des tirs. Catherine Gentil, quid des autres centrales, ce qu'évoquait à l'instant Ludovic Dupin? Il y en a d'autres des centrales sur le territoire. Je crois qu'on a une carte d'ailleurs qui sont elles aussi bombardées parfois. Oui, alors Zaporijjia, c'est la plus grande d'Europe, mais effectivement il y en a d'autres. Et d'après ce que j'avais entendu d'ailleurs, le fait même que celle de Zaporijjia ne fonctionne plus est un problème pour les autres, parce qu'il faut toujours qu'elles soient fournies en électricité. Voilà, toutes les centrales nucléaires, pas seulement les ukrainiennes, mais à travers le monde, de manière à refroidir en permanence la centrale. Et depuis que Zaporijjia ne peut plus servir à envoyer justement de l'électricité aux autres, ça peut être aussi à terme un problème pour les autres centrales ukrainiennes. Mais ce qui est assez étonnant, je dirais, dans cette affaire, c'est un peu la frilosité quand même des Occidentaux qui jusqu'à présent ne disent pas clairement qui est à l'origine des tirs. Parce que même si effectivement ce sont des tirs ciblés, précis, etc., il peut toujours y avoir un missile qui soit détourné et qui s'abatte quand même sur la centrale, même si c'est pas volontaire au départ. Et donc là, on joue non seulement avec la vie des Ukrainiens, mais aussi avec celle des gens dans les pays limitrophes. Donc je pense qu'il est vraiment urgent maintenant, avec tous les moyens de renseignement qu'on a, les satellites, les observations sur le terrain ou autres, électroniques, de dire qui tire sur cette centrale, parce que c'est effectivement inadmissible de l'utiliser comme une arme supplémentaire dans cette guerre qui est déjà horrible. Ludovic Dupin, vous me disiez tout à l'heure qu'elle était évidemment extrêmement protégée, cette centrale. Pardon, je ne sais pas si vous pourrez répondre à ma question, mais il faudrait quoi? Une pluie de missiles pour que, effectivement, on soit face à un accident nucléaire majeur? Alors écoutez, une centrale nucléaire n'est pas dimensionnée pour résister à un tir de missile direct, ou si une des forces armées voulait détruire la centrale, il le ferait. Il y a des missiles qui existent qui sont tout à fait capables de percer des vrais bunkers. C'est pas un bunker de guerre, une centrale nucléaire. Ceci dit, c'est quand même très résilient. La centrale a été agressée à plusieurs reprises et on se rend compte qu'il y a beaucoup de systèmes de ce qu'on appelle de défense en profondeur. Si un système est touché, il y en a un qui prend le relais, un qui prend le relais. Bon, à force de clignoter les marges de sûreté, un jour on n'en a plus, mais on se rend compte que le système est résilient.
Le risque, ce serait qu'il y ait un dôme réacteur qui soit endommagé. Ce sont des gros dômes en béton qui font plus d'1 mètre d'épaisseur, donc c'est extrêmement résistant. Et si ça s'était endommagé, effectivement, il y aurait un souci, mais il n'y aurait pas d'accident nucléaire parce que ce n'est pas une bombe nucléaire, une centrale nucléaire. Ça ne peut pas exploser une centrale nucléaire. Il peut y avoir des explosions de gaz, mais pas d'explosion d'uranium. Une bombe nucléaire, c'est enrichi en uranium à plus de 90%. Une centrale nucléaire comme celle de Zaporijjia, mais comme celle en France également, c'est de l'uranium qui est enrichi à 4-5%. Donc il ne peut pas y avoir de réaction de criticité comme une explosion nucléaire. Donc il ne faut pas voir ça comme une bombe nucléaire sur pattes. Il peut y avoir des rejets radioactifs très limités et locaux, comme je vous disais, mais jamais ce qui s'est produit par exemple à Tchernobyl ou avec une vraie bombe nucléaire. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Catherine Gentil de Cancode et formuler peut-être une hypothèse. Vous parlez de la frilosité de l'Occident, mais l'exemple du missile tombé en Pologne, dont chaque camp s'est rejeté la responsabilité jusqu'à l'enquête, etc., pousse effectivement la plupart des gouvernements occidentaux à ne pas vouloir désigner le coupable idéal, le usual suspect, c'est-à-dire la Russie, en attendant de savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un missile anti-aérien qui serait tombé près, etc. Non mais j'entends, moi je ne suis pas une spécialiste des missiles, je vous rassure tout de suite. Je me permets juste de formuler une hypothèse sur la frilosité des Occidentaux concernant l'attaque sur la centrale. Alors je voudrais qu'on regarde exactement avec vous, Laura Pouget, ce qui a été touché. Alors la catastrophe, elle n'a pas eu lieu, on a bien compris, mais l'AIEA le dit, ça s'est joué vraiment à quelques mètres près. Laura Pouget, Laura n'est pas là. L'Agence internationale de l'énergie atomique, avec cette petite phrase, je cite, même s'il n'y a pas eu d'impact direct sur les principaux systèmes de sûreté et de sécurité nucléaire, le bombardement s'est dangereusement rapproché d'eux. On parle de mètres, pas de kilomètres. Alors ce que l'on sait à ce stade, c'est que les réacteurs n'ont pas été touchés, que les niveaux de rayonnement sur le site sont restés normaux. Et c'est très important que les alimentations électriques externes n'ont pas été coupées. Pourquoi important ? Parce qu'elles permettent de refroidir les éléments combustibles de la centrale. En revanche, il y a bien eu des dommages, oui, notamment sur un bâtiment de stockage de déchets radioactifs. Alors pour vous expliquer, les déchets qui sont dans ces bâtiments, leur radioactivité a diminué avec le temps. Oui, mais il y a quand même toujours un risque de pulvérisation radioactive dans l'air, même si dans le cas présent, ce serait resté au niveau local. Pour le reste, les experts de l'AIEA sont actuellement sur site pour une évaluation complète de la situation. Ils ont fait savoir dans l'un de leurs communiqués que ces bombardements ont mis fin à une période de relative accalmie autour de la centrale. Alors, Laura, on en reparlera évidemment avec Raphaël Grossi tout à l'heure à 17h30. Il y a quand même une différence majeure par rapport à l'été dernier où elle avait déjà été la cible de bombardement. C'est pas la même chose. Oui, dans la nuit du 11 septembre dernier, ce réacteur, vous voyez, le 6e de la centrale a été mis à l'arrêt, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces 6 réacteurs, tous les réacteurs de la centrale de Zaporijjia, sont à l'arrêt. Et ça change tout, me disait tout à l'heure une experte du secteur. Je la cite, écoutez, cet été, la centrale était en exploitation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et donc le risque d'emballement, de réaction en chaîne, n'existe plus. Un exemple pratique pour illustrer son propos. Prenez des réacteurs à l'arrêt. La température de l'eau qui les contient est à moins de 100 degrés. Ce qui veut dire que même en cas de coupure des systèmes de refroidissement, il faut 10 à 15 jours pour qu'il y ait une fusion du combustible et donc un accident nucléaire. Si on ne fait rien, contre seulement regarder potentiellement quelques heures quand les réacteurs sont en fonctionnement. Alors, merci Laura. C'est vrai que c'est assez effarant en général quand on dit que la catastrophe, et non pas la menace, la catastrophe a été évitée de quelques mètres. On sait que sur les tirs de missiles, on a quand même un delta, suivant le missile qui est lancé. Je veux dire, on a quand même plus que joué avec le feu, là. Oui, on jouait avec le feu, mais souvenez-vous, cet été, elle était en fonctionnement et on a joué avec le feu. Mais souvenez-vous, je me souviens, moi, de ce missile planté en terre selon un angle balistique qui venait de l'Est, et donc où il y a un des spécialistes russes qui dit il s'est retourné au dernier moment et c'est pour ça qu'il est dans cette position. Donc il était vraiment incliné comme arrivant de l'Est. Donc je pense qu'effectivement, les Russes savent très exactement ce qu'ils font. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis assez
assez d'accord, il y a une matière d'avertissement. Zaporijjia, si demain la bataille de Bakhmout est gagnée, et si les forces ukrainiennes cherchent à mener une offensive vers la Crimée, ils passeront par cette ligne de front qui est un petit peu au nord. Et donc, à ce moment-là, la centrale de Zaporijjia sera sur la ligne de front. Et là, on est en train de nous expliquer les conséquences extraordinaires qu'il pourrait y avoir si véritablement le front passait par cette limite. Alors justement, on va partir en Crimée dans une seconde. On va faire une courte pause. On va aller en Crimée parce que c'est l'objectif des Ukrainiens, on le sait. Et c'est même un objectif à court terme, manifestement, au moins d'y arriver. En Crimée, c'est le vice-ministre de la Défense, Volodymyr, qui l'a dit. On va l'entendre. Vous allez me dire les uns et les autres ce que vous en pensez. À tout de suite.